cher Eric, nous sommes heureux de te retrouver cette année pour cette 58e édition du prix international Ars Nova de cuisine d'auteur. Et cette année, donc, le comité d'organisation, toujours présidé par Emmanuel Renaud, a choisi comme thème le cerf. Quelle est la place de cette viande dans notre gastronomie française ? Alors le cerf, d'abord, c'est un animal sauvage qui a beaucoup été chassé et consommé par tout un tas de cultures, en tout cas les cultures qui ont côtoyé le cerf. Alors pour nous les Français, le cerf, ça fait partie du gros ou du grand gibier avec le chevreuil, avec le sanglier, par opposition au petit gibier à plumes, le faisan, la grive ou à poil comme le lièvre ou le lapin de Garenne. Alors la viande de cerf, c'est une viande qui est véritablement savoureuse, mais c'est vrai qu'on ne trouve pas du cerf sur les étals tous les jours, et donc c'est vraiment une viande de haute gastronomie, un produit d'exception, un produit festif. Alors on va le manger pour les fêtes de fin d'année ou à l'occasion de grands événements, et c'est une viande qui est vraiment le symbole, on pourrait dire, du partage et de la convivialité. La viande de cerf est donc spontanément associée à la nature sauvage. Oui, la viande de cerf, c'est la nature sauvage, c'est-à-dire c'est la vitalité, c'est la puissance brute de la nature. Et depuis très longtemps, les médecines traditionnelles, que ce soit la médecine traditionnelle chinoise ou la médecine ayurvédique en Inde ou la médecine hippocratique, donc de l'Antiquité gréco-romaine, ou la médecine persane ou arabe, etc., ont vraiment eu cette notion de viande de cerf, viande de vitalité, c'est-à-dire que on a expliqué ça en disant que puisque c'est un animal sauvage, eh bien, il doit, dans la nature, qui est parfois hostile, se battre pour se procurer sa nourriture, pour se défendre contre ses prédateurs, comme le loup notamment, pour lutter contre les grands froids ou à l'inverse les trop fortes chaleurs. Et donc le cerf a développé cette capacité d'adaptation, cette puissance, cette énergie vitale que l'on retrouve donc dans les médecines traditionnelles et d'une manière plus générale dans la symbolique. Et finalement, quand on mange de la viande de cerf, eh bien, on incorpore, au sens littéral du terme, incorporer, faire pénétrer à l'intérieur de soi, eh bien, toutes les valeurs, toutes les vertus symboliques qu'on accorde au cerf, c'est-à-dire que l'on incorpore de la vitalité, de la puissance, de la virilité, etc. Parlons un peu de l'animal lui-même. Le cerf que nous connaissons en Europe, mais qu'on va trouver également en Afrique du Nord ou en Asie occidentale, c'est le cerf élaphe, Cervus elaphus, ça c'est son nom scientifique latin. Alors au passage d'ailleurs c'est une répétition, un pléonasme, puisque élaphe ça veut dire précisément cerf en grec. Alors c'est bien sûr un mammifère herbivore, ruminant, qui appartient à la famille des cervidés, avec le chevreuil, avec le daim, mais aussi avec le renne, avec l'élan, qu'on appelle orignal en Amérique du Nord, avec le wapiti. Le cerf, c'est un gros animal, tout le monde le sait, qui a une hauteur au garrot de 1,40 m et qui peut avoir une vitesse de pointe qui va frôler les 80 km/h. Il fait des bonds de plus de 10 mètres de long, de 3 mètres en hauteur, donc c'est vraiment un animal qui est extrêmement fascinant par sa puissance, on l'a dit, par son agilité, par sa capacité de résistance. Ce qui caractérise également le cerf, donc, ce sont ses bois majestueux, cette ramure impressionnante, ces bois qui vont tomber à la fin de l'hiver, mais qui vont repousser rapidement et avec une vitesse de croissance assez rapide, qui est permise d'ailleurs par une enveloppe nourricière qui est autour de ces bois, qui est irriguée par des vaisseaux sanguins. Cette enveloppe, elle va elle-même tomber vers la fin du mois de juillet. Il va rester des lambeaux de ce velours, comme on l'appelle, et le cerf va alors se frotter aux arbres pour faire tomber ces derniers lambeaux qui adhèrent encore au bois, et également pour aiguiser ces bois en préparation en quelque sorte des futurs combats qu'il sera peut-être amené à avoir contre d'autres mâles au moment de la période du rut. Comment la population de cerfs a-t-elle évolué au cours du temps en France ? Les cerfs, ils ont beaucoup été chassés par nos ancêtres chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, mais même après, lorsque les nomades chasseurs-cueilleurs sont devenus des agriculteurs, éleveurs sédentaires, bien évidemment, ils n'ont pas voulu
que les cerfs dérangent leur culture agricole, dérangent leurs prairies, et donc ils ont tout fait pour repousser les cerfs dans les forêts denses. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, à l'état sauvage, dans la nature sauvage, le cerf n'est pas du tout un animal de forêt dense, au contraire, il préfère des étendues ouvertes ou semi-ouvertes. Par exemple, on trouvait autrefois des grands troupeaux de cerfs dans les steppes d'Europe centrale et bien sûr d'Asie. Et encore aujourd'hui, dans les alpages, on va trouver des cerfs, alors qu'il n'y a aucun arbre. On va trouver des cerfs dans les landes écossaises. Donc un animal qui est devenu par force, par contrainte, un peu confiné dans ces forêts denses où il peut se réfugier. Alors la population de cerfs, je l'ai dit, elle a beaucoup été chassée. À la fin du XIXe siècle, en France et en Europe, il n'y avait quasiment plus de cerfs et même parfois plus du tout dans beaucoup de massifs forestiers. Mais bon, heureusement, depuis le début du XXe siècle, la population de cerfs, elle est repartie à la hausse. Comment explique-t-on cela ? Il y a plusieurs explications. La première, c'est qu'on a fait complètement disparaître, on a éradiqué le loup qui en Europe était vraiment le prédateur principal du cerf. Et puis il y a d'autres raisons. On a commencé à partir du début du XXe siècle à beaucoup réglementer la chasse du cerf. On s'est mis à apporter de la nourriture aux cerfs sauvages dans la forêt. On a réintroduit également des cerfs et tout ça donc a eu pour effet une croissance de nouveau de la population des cerfs, alors avec des inconvénients parfois lorsque cette population est trop importante. Eh bien les cerfs ils font des dégâts aux arbres puisqu'ils mangent l'écorce, ils mangent les jeunes bourgeons, je l'ai dit, ils se frottent également contre les arbres et font tomber l'écorce quand ils veulent faire tomber le velours de leur corps ou aiguiser leur bois en vue des futurs combats. Quand on évoque le cerf, on pense au brame, ce cri rauque très puissant qui est vraiment impressionnant. Le brame du cerf, on peut l'entendre à des kilomètres à la ronde et il est effectivement très impressionnant. Alors, il a deux fonctions principales, bien sûr. La première, c'est pour le cerf mâle d'avertir les femelles de sa présence pendant la période du rut et puis également d'intimider, voire de défier les autres cerfs mâles qui pourraient pénétrer sur son territoire. Et lorsque c'est le cas, eh bien, les combats entre cerfs sont très violents. Il arrive parfois d'ailleurs que deux cerfs qui combattent vont mourir d'épuisement parce que leurs bois se sont emmêlés et sans pouvoir se détacher. Que représente le cerf dans les différentes cultures du monde et que symbolise-t-il ? Toutes les cultures qui ont côtoyé le cerf, qui l'ont chassé, qui l'ont mangé, l'ont intégré dans leurs croyances, dans leurs récits, dans leurs contes, dans leurs légendes, dans leurs mythes, etc. Et puis également, ils l'ont représenté, par exemple, dans des gravures ou des peintures, comme les peintures qui ornent la grotte Chauvet, qui ont quand même à peu près 35 000 ans d'âge, ou dans les enluminures médiévales, vous ouvrez un livre de chasse et vous avez beaucoup de représentations du cerf. Et donc la symbolique du cerf, c'est toujours la même. C'est cette puissance, cette vitalité, cette rapidité, et puis ces bois qui vont tomber et qui vont repousser. Bien sûr, ça symbolise la Renaissance, et pour les chrétiens, ça va symboliser la résurrection. Donc un animal qui est symboliquement très chargé. Au Moyen-Âge, en Europe par exemple, la chasse la plus noble, c'est la chasse au cerf. Et bien évidemment, seuls peuvent chasser le cerf les puissants, c'est-à-dire les rois, les princes, en tout cas les grands aristocrates. Alors, quelques autres exemples de croyances dans l'Antiquité et le Moyen-Âge ? Dans l'Antiquité gréco-romaine, on a par exemple le mythe d'Actéon. Alors Actéon, c'est un chasseur très habile, mais un jour, on poursuit des animaux et il tombe sur la déesse Artémis. Alors Artémis, c'est la déesse Diane. Pour les Romains, la déesse chasseresse, elle est en train de se baigner nue dans une rivière ou dans une mare. Et pour punir Actéon de l'avoir vue, eh bien Artémis, Diane, va le changer en cerf et le chasseur va être dévoré, déchiqueté par ses propres chiens. Il y a un autre mythe qui est un mythe celte du dieu Cernunnos. Cernunnos est un dieu cornu, il a des bois de cerf sur le front et il symbolise la virilité, la puissance et comme toujours la Renaissance. Parlons maintenant du cerf en cuisine.
La viande de cerf, c'est une viande qui est peu grasse, donc peu calorique, qui est riche en protéines, qui est riche également en fer, en potassium, en phosphore. On peut en faire des recettes variées, alors des recettes classiques de notre gastronomie française. Alors par exemple, du sauté de cerf, de la blanquette, du bourguignon, de la carbonade avec la bière, etc. Du filet de cerf grand vedeur ou tout simplement du steak entre guillemets au barbecue. Puis on peut aussi inventer bien sûr et faire des recettes plus originales ou plus exotiques comme le jarret de cerf à la bière, ou le rôti de cerf en croûte de châtaigne, ou les tripes de cerf au whisky. Bref, il y a une très grande variété de recettes qui sont possibles à partir de la viande de cerf.